Ce week-end, ça ne vous aura pas échappé, nous sommes aux États-Unis. Je crois qu'on l'a bien compris, mais va falloir s'y habituer parce qu'à partir de cette année, on y va 2 fois et à partir de l'an prochain, ça sera 3. Cette relation qui se développe et qui s'accélère avec les USA est un des thèmes forts de l'avenir de la Formule 1. Je vous propose aujourd'hui d'en faire le tour. Commençons par faire un constat évident. La Formule 1 vit un tournant ces dernières années, elle est redevenue attractive. Après la commande d'une série auprès de Netflix et l'immense réussite de cette dernière, notamment outre-Atlantique, la F1 a connu un boost de popularité. Cela débouche sur une demande très forte de la part de plusieurs pays. Le business tourne à plein régime, chacun veut sa part du gâteau. Il suffit de voir l'évolution du nombre d'abonnés à la F1 TV ou sur les réseaux sociaux, également l'explosion de l'audience des télévisions pour comprendre l'ampleur du phénomène. La Formule 1 est le sport qui croît le plus vite actuellement dans le monde. Vous en avez d'ailleurs une belle matérialisation devant vous. Les créateurs de contenu F1 se multiplient, notamment grâce à cette vague de popularité. Il y a 5-10 ans, moi j'étais pas là, mais demandez à d'autres collègues, c'était clairement pas le même engouement pour parler de Formule 1. La F1 entend désormais capitaliser sur tout ça, ses ambitions sont très claires et je n'arrête pas de vous parler des 2 grandes zones géographiques qui l'intéressent. Le Moyen-Orient, c'est évident, on l'a déjà traité, et les États-Unis, on est en plein dedans. Je rajoute également en pari que bientôt ce sera la Chine. Je suis d'ailleurs content de voir que Toto Wolff me conforte là-dedans avec ses propos de la semaine, mais c'est le sujet d'une autre vidéo. Liberty Media et ses hommes de main ont pour mission de redynamiser notre sport, de lui faire nouer des accords lucratifs, d'en assurer l'avenir financier, d'aller là où ses intérêts sont confortés, de faire grimper sa cote en bourse, etc. Tout ça est très clair, la donne a changé. Et le meilleur terrain de jeu pour jouer à ça, eh bien ce sont les États-Unis, où le business est roi et où la demande croît fortement. Netflix a fonctionné du tonnerre et les 400 000 personnes d'Austin 2021 montrent un certain intérêt. La F1 fonce donc droit vers les États-Unis, c'est un fait, c'est un constat. Mais alors, est-ce une bonne ou une mauvaise chose? Je propose d'en discuter, voici quelques pistes d'exploration. Le premier axe que j'ai envie d'évoquer ici, il va être assez réaliste et compréhensif. Quand on pèse tous les éléments, eh bien on a du mal à en vouloir à la Formule 1 de mettre le cap sur le pays de l'oncle Sam. On parlait de capitaliser sur les réussites et sur la vague de popularité actuelle. Et bien là, clairement, que ce soit sur le plan économique ou en termes de développement, la F1 a devant elle une mine d'or absolument fantastique. L'argument numéro 1, c'est la taille de l'audience potentielle. On parle de 330 millions d'habitants, soit presque la moitié de l'Europe tout entière, où une dizaine de grands prix sont organisés. Et puis, c'est une population qui, contrairement à la Chine par exemple, a une énorme culture du sport auto qui est vraiment fortement ancrée et surtout qui ressort ces derniers temps. Il y a eu près de 3 millions de téléspectateurs en 2021 pour le NASCAR et la saison de IndyCar a été la plus regardée de tous les temps outre-Atlantique. Une course de F1 là-bas, ça a donc beaucoup de sens car il y a un public préexistant, mais également, et c'est la raison de l'accélération actuelle, il y a un public naissant. Là, c'est plus difficilement quantifiable, mais il ne fait aucun doute que tout un nouveau public manifeste une envie de Formule 1. L'affluence d'Austin, tous les phénomènes sur les audiences et les réseaux sociaux, tout ça le prouve. C'est pour ça que la F1 est autant intéressée par les États-Unis. En termes de marché à conquérir, on ne fait pas mieux. Il existe là-bas une diversité de cibles et donc de consommateurs potentiels. On voit d'ailleurs qu'on touche plusieurs cibles différentes avec les 3 grands prix différents. À Austin, on a une Amérique plus rurale, plus vieille, plus pro-sport auto, plus NASCAR si je pourrais m'exprimer ainsi. Quant à Vegas et Miami, c'est l'Amérique bling-bling, urbaine, jeune, hype, business. Pour être bien cliché, on va aller toucher les Kimberly et les Jason à 2 endroits différents en plus. À Miami, on a également un public plus populaire, plus côtier, et à Vegas, on aura également plein de touristes richissimes. Le potentiel est complètement fou. D'ailleurs, on le voit en ce début de week-end. Les infrastructures, les images, les shows, les tribunes, les zones VIP, la folie, la démesure, les multiples collaborations. Le spectacle hors piste est à lui seul une réussite et montre bien que la Formule 1 va se développer sur l'aspect business, sur l'aspect image, audience, rien qu'avec ce week-end. On parle même d'un Super Bowl pour la Formule 1. Voilà, c'est complètement dingue.
Bref, on va pas tourner autour du pot, la base de toute cette discussion, c'est que de venir capitaliser aux États-Unis, eh bien, c'est d'une logique assez implacable, il faudrait être fou pour ne pas le faire, et c'est même souhaitable qu'on aille là-bas, parce que niveau argent, audience et pour assurer notre avenir, ça passe forcément par les États-Unis. Maintenant, ça ne fait pas tout. Ce n'est pas parce que la Formule 1 s'en met plein les poches et que des dizaines de millions de fans américains sont contents et ont eu droit au show de l'année que tout est bien, c'est fini, on n'en parle plus. À titre personnel, ce qui me dérange, c'est la manière avec laquelle la Formule 1 fait tout ça. Je dirais surtout la rapidité et la netteté de ses décisions. C'est comme s'il n'y avait pas de retour en arrière, pas de concertation. Peut-être qu'on va trop loin, trop vite d'un coup. On n'essaie pas seulement de draguer quelques Américains et de prendre un peu d'argent, non, on prend un virage à 90 degrés. Aller aux USA, c'est oui, évidemment, mais y aller 3 fois, alors qu'on a déjà du mal à tout caser dans le calendrier, que des pays et des circuits historiques sont en train de perdre leur place, et que des zones comme l'Afrique sont encore au bord de la touche, et bien là de suite, c'est plus contestable. Attirer une nouvelle audience et s'adapter un petit peu en proposant de nouvelles choses, plus en phase avec son temps, c'est oui, évidemment, mais aller jusqu'à pondre des formats sprint qu'on nous vend à gogo alors que ça ne marche pas, tout ça parce qu'on pense que les nouveaux fans sont idiots et ne peuvent pas se concentrer plus de 30 minutes et ne s'intéresser qu'à ces fans-là au détriment des fans historiques, bien là aussi, c'est plus contestable. Vous comprenez le problème, la Formule 1 ne respecte pas la fameuse balance, elle va trop vite d'un côté. Les fans historiques, j'entends par là à grande majorité les fans européens, mais surtout les fans qui ont un contact plus profond, plus régulier et depuis plus longtemps avec la F1, qui en ont une vraie culture, eux, ils n'ont pas besoin de tout ce show, de tout ce décor, de toutes ces adaptations, ces nouveaux formats. Ils n'ont pas besoin d'aller courir 3 fois aux États-Unis. Ils sont même un peu saoulés par cette communication horrible et par la transformation de leur sport en un sport business. Pour autant, ils peuvent comprendre qu'il y a une nécessité de faire un pas dans cette direction. Le problème, c'est que le pas que fait la Formule 1, il est trop grand et trop grand d'un coup. Et du coup, ces fans-là, sans qui aussi tout s'écroule, eh bien, ils se sentent manquer de respect et mis sur la touche. L'effritement du nombre de grands prix européens, les nouveaux formats vendus avec un parfum de com insupportable, les essais hivernaux à huis clos sans raison parce qu'ailleurs ça paye mieux, un sport qui mue trop rapidement, des situations parfois ubuesques qu'on n'a pas demandé, un intérêt porté que d'un seul côté, celui de l'argent et des nouveaux. On est un peu délaissé, on est parfois même piétiné et on commence à ne plus toujours trop se retrouver dans tout ce que fait notre Formule 1. Pour moi, la F1 commet là une grave erreur. Draguer un peu partout, oui, mais il ne faut pas se couper de sa base. Il y a une nécessité de s'élargir, je le redis, et je pense qu'une immense majorité des fans historiques n'y est pas réfractaire, mais là, on se dirige de plus en plus vers un point de rupture. Le grand écart que tente de faire actuellement la Formule 1 demande de la souplesse, mais les ischio-jambiers sont peut-être en train de craquer. Bon, la métaphore, elle est pas ouf, mais moi je l'aime bien. C'est bête, mais c'est de plus en plus agaçant de voir la Formule 1 ne faire des efforts que lorsqu'il y a un intérêt commercial, c'est-à-dire jamais quand elle veut nous parler ou nous montrer des choses à nous, les fans historiques. Je pense notamment aux nouveaux graphiques, aux cérémonies et aux décorums apparus uniquement pour les courses sprint, parce qu'on voulait nous les faire avaler et les faire avaler à des fans un peu plus crédules. Je pense également à toute l'organisation du week-end de Miami. Là-bas, ils ont le droit d'avoir les 20 pilotes présents à une fête le mercredi soir, alors qu'en temps normal, déjà le jeudi, ça les saoule. Un effort impensable pour un Grand Prix européen, malgré la passion des fans. On voit clairement la différence, même si effectivement, le contexte de Miami rend les choses plus faciles, plus attractives, plus intéressantes. La disparité est trop grande. Je me demande aussi si cette stratégie ne va pas se retourner contre la Formule 1 tant elle est visible et grotesque. Je veux dire, là, la différence, elle se voit, ça se sent que ça pue le fric. Il y a une disparité qui est immense, ce n'est pas fait finement et je sais qu'il y en a beaucoup à qui ça déplaît. Le dernier axe, il est sur les risques potentiels d'avoir une stratégie autant américano-centrée. Vous allez voir qu'il y en a plusieurs.
D'abord, que sait-on de ce nouveau public? N'est-il pas volatile? Après tout, peut-être qu'il va juste s'intéresser à la Formule 1 là, comme ça, pendant 2-3 ans, parce que c'est un effet de mode. Peut-être aussi qu'il veut simplement consommer une fois par an, voir Daniel Ricciardo dans le Tonight Show, et puis quand il faudra aller regarder tous les Grands Prix, s'abonner à la F1 TV ou quoi, là, non, c'est trop. Faut aussi dire que le regain de popularité actuel de la Formule 1, il sera peut-être pas éternel. Je ne le pense pas vu comment on est parti, mais si ça se trouve, dans 3, 4, 5 ans, eh bien on est de retour comme il y a une dizaine d'années avec un intérêt qui est descendu. En gros, il suffit de pas grand chose pour casser la dynamique, et à ce moment-là, on se retrouverait bien embêté de s'être autant avancé vers ce nouveau public, d'avoir fait pour lui autant de sacrifices et de changements. On aurait beaucoup travesti notre sport, on aurait fait beaucoup de changements et de paris, pour au final un résultat qui peut-être ne sera pas au rendez-vous. C'est un risque. Au passage, pas de critique sur le nouveau public à proprement parler. Aucun jugement, même si je n'aime pas le fait qu'il existe visiblement une appétence plus pour le spectacle que pour le sport, et que tout ça draine une culture du sport de masse qui est loin d'apporter que des points positifs, il serait hypocrite, injuste et simplement débile de cracher sur des gens qui s'intéressent à notre sport. Tout le monde a le droit de s'intéresser à ce qu'il veut et de le consommer comme il veut. Là, c'est à la Formule 1 que je fais des reproches, pas aux fans. En plus, je trouve que c'est la Formule 1 elle-même qui a tendance à prendre un peu ce nouveau public pour un débile, en se disant qu'il ne comprend pas grand-chose, qu'il n'apprécie que les choses rapides, qu'il n'aime que les images chocs, qu'il n'est pas capable de comprendre les enjeux en profondeur. Du coup, on lui sert que des formats courts, sprint, que des trucs avec des images, des visuels, du show, de la poudre aux yeux. Je suis pas certain que ce calcul soit le bon. Attention, chers amis de Liberty Media et consorts, s'ouvrir c'est bien, mais il ne faut pas non plus se travestir, et là, ça commence à être le cas. Au Moyen-Orient, on en vient à accepter des situations complètement dingues qui contredisent une certaine morale qu'on essaye de mettre en place, et aux États-Unis, on commence à se déguiser et à travestir notre ADN. Ma conclusion, c'est que la nouvelle relation F1-USA va tellement vite qu'elle peut devenir toxique pour toutes les parties, mais que les dirigeants de la Formule 1 n'ont pas l'air de s'en rendre compte et foncent tête baissée, préférant les gros chèques tout de suite à une réflexion peut-être plus moyen-long terme. Le virage amorcé est trop violent selon moi, il conviendrait d'équilibrer la balance, de doser comme on dit, sinon ça peut être mauvais pour tout le monde, pour nous qui verrons un truc qu'ils n'aiment pas forcément, ou pour les nouveaux fans qui capteront clairement que c'est un produit qui tente d'être dragué et qui peut-être vont s'en prendre trop d'un coup dans la figure. Je comprends les intérêts, les besoins, les nécessités, la réalité économique, etc. Je l'ai rappelé dans le premier point de cette vidéo, mais voilà, si ça ne tenait qu'à moi, je ferai un petit peu redescendre les choses, je reviendrai à 2 grands prix par exemple, un sur un vrai circuit. Je suis pas fan d'Austin, alors pourquoi pas rêver d'un aménagement du Laguna Seca quand on voit les moyens humains, financiers, logistiques qui sont mis en place pour construire le bain-boin du côté de Miami, on se dit que ça peut se faire à Laguna Seca. Et après, je garde Miami ou Vegas, ou bien j'alterne les deux une année sur l'autre, parce que clairement 3 grands prix ça fait trop. Là, on a déjà le côté hype, et en faisant Miami et Vegas, il y a clairement un risque de redite. C'est quasiment la même chose les deux. Mais là, le signal envoyé avec 3 courses par année, c'est clairement presque un message de rupture. En tout cas, c'est un dévoilement. Allez, avant de vous quitter, je dis un mot sur le circuit de Vegas que je n'ai pas encore eu l'occasion de commenter avec vous. Voilà, en quelques mots, je vais dire que c'est un circuit qui n'a aucun intérêt, mais qui risque de produire de bonnes courses. Finalement, c'est comme Miami, mais en encore plus caricatural. Du béton, des murs proches, des secteurs serrés qui n'ont aucun sens, qui s'adaptent à des contraintes déjà existantes. C'est très moche, il y a des virages à 90 degrés, une ligne droite trop grande, c'est également encore une course de nuit, encore une course en ville. À vrai dire, aucune partie du tracé qu'on a sous les yeux ne m'intéresse ou ne me paraît propice à un bon rendu sportif. C'est le genre de circuit qu'on n'aime pas voir, qui n'est là que parce qu'il fallait faire quelque chose ici à Vegas. Je préfère 100 fois les vrais circuits et j'aimerais qu'on stoppe la création de ce genre de rendu, clairement, mais là on répète tout ce qu'on a déjà dit sur les circuits bétonnés, etc. etc. Mais après, il y a 3 raisons qui font que je pense que le circuit peut être pas mal et ne pas être un énième Sochi pour caricaturer. D'abord, on a des Formule 1 nouvelle génération qui pourront se suivre dans les portions lentes et inutiles, donc ça va pas totalement gâcher l'action comme ailleurs.
Ensuite, on a le décor qui, à lui seul, va assurer une réussite à l'événement, à la fois pour le côté image et business. Même pour nous qui n'en sommes pas fans, voir les Formule 1 à Vegas, c'est une dinguerie absolument folle, c'est dingue. Et puis, dernier point, il y a l'immense ligne droite où le DRS va être surpuissant. Ça veut dire qu'il y aura des dépassements. Donc, je ne suis pas fan du projet global, même si pourquoi pas aller à Vegas, mais au final, je suis quasi sûr que le rendu télévisuel, l'opération de com et l'action en piste, ça fera l'affaire. Bien, sur ce, on arrive au bout de cette vidéo consacrée à la relation entre la F1 et les États-Unis. Je t'invite à réagir en commentaire, évidemment, donne-moi les arguments que je n'aurais pas évoqués. Je t'incite également à liker, partager, t'abonner et venir me suivre sur tous les réseaux sociaux si ça t'a plu et si tu veux me voir commenter en direct, notamment sur Twitter. Je vous donne également quelques petits éléments de programme. Ce soir, vers 21h30, je serai chez Formule Blabla en live chez YouTube. La soirée FIA AMG Night Fever spécial Miami, j'ai mes lunettes, sera là. Le lien est en description. Et demain dimanche, je ne connais pas encore l'heure, mais vous inquiétez pas, vous la connaîtrez sur mes réseaux sociaux. On se retrouve sur Winamax, sur Pole Position en compagnie des pistonnés. Là aussi, les liens sont dans la description. Et avant de vous quitter, je fais un petit coucou à notre ami Loïc de Bord de Piste qui va sortir cette biographie d'Alonso le 11 mai. Il me l'a envoyé en avance, je vais la lire très rapidement. Je te remercie encore une fois Loïc. Je vous invite à vous procurer ce livre qui sera disponible dans toutes les bonnes librairies, comme on le dit. Et il n'est pas impossible que j'aille acheter un petit exemplaire que je vous ferai également gagner. Restez informés, mais ça, je veux que ce soit votre bouquin de l'été, au bord de la piscine, au bord de la plage, les amis. On se lit du Fernando Alonso de la part de Loïc. Allez les amis, on se quitte avec la très célèbre phrase d'Enzo Ferrari. Ce qui se passe à Vegas reste à Miami. À bientôt.